vraiment bien faire et l'autre il va vraiment essayer que ça ne marche pas et puis il faut quand même après 3 mois et on a peut-être un constat d'échec et ça n'a pas marché pour l'enfant parce qu'il est perturbé par ces conflits qui sont quand même présents. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faut toujours qu'il y ait au moins une communication sereine entre les deux parents, c'est-à-dire qu'ils communiquent. Parce que là, dans le film, je ne sais pas, peut-être aussi pour le public, j'étais un peu stupéfait. Il y avait des gens qui ont dit « on ne se parle plus du tout Oui. ». Et quand même, ils organisent une résidence alternée qui fonctionne merveilleusement. Est-ce que c'est pas réaliste ou... Oui. Moi, j'ai le sentiment que la question de la communication, elle doit être pensée dès le départ. Parce que les gens, ils disent, voilà, on va faire comme ça, une garde alternée, une semaine, enfin, un truc assez banal. Je me demande d'ailleurs toujours pourquoi une semaine, hein. C'est bien plus pratique de faire des choses organisées autrement pour que chaque parent puisse garder des soirées et des choses comme ça. Mais bon, on voit quand même souvent ça. Mais je pense que la question de la communication, elle doit être précisée. Et moi, j'aurais presque envie de dire, est-ce que le juge ne pourrait pas le spécifier et qu'on vérifie après si ça fonctionne? Parce qu'on dit, oui, on va s'arranger, on va se parler. Mais après, quand on a du vent de la maison, qu'on n'était pas content, ou la première fois qu'il ou elle est en retard comme toujours, ou que lui a oublié les chaussettes, hein, vous savez, les machins pour lesquels on se dispute toujours, on communique beaucoup moins bien. Et si ça n'a pas été vraiment prévu, on se retrouve dans une situation où les choses se bloquent, et elles se bloquent facilement. Donc moi, j'ai l'impression que ce type de communication, il y a des plans qui existent maintenant hein, pour des parents séparés, qui permettent même de mettre le budget de tout un tas de choses pour que ce soit noté quelque part et qu'on ne se dispute pas pour des queues de cerises. Moi, j'ai trop vécu des situations où on suivait des enfants, on se disait, allez, il avance, ça va mieux, et puis paf, un conflit sur la pension alimentaire, la vente de la maison, enfin des choses comme ça, et on avait l'impression que le travail était à refaire. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très dur pour l'avoir vécu. Donc je me dis, est-ce qu'on ne pourrait pas, dès l'abord, cadrer certaines choses pour qu'au moins les espaces de débat soient faits, réévalués. C'est peut-être mon voisin que je dois regarder en fait. Et pour qu'on n'ait plus cette impression... Moi j'avais parfois l'impression un peu de jouer Pénélope comme ça, hein, de tisser quelque chose qui se faisait détisser. Donc comment est-ce qu'on pourrait intriquer le travail psychique, le travail de réalité et la communication un petit peu balisé quand même, je crois. Monsieur Desmarais, peut-être vous avez, dans votre pratique... Vous êtes à la bonne adresse. Est-ce que vous travaillez sur ces types de discussions, budget, établir un budget? Au niveau de la médiation, ce qui est important, c'est pas seulement que les gens tombent d'accord sur un principe, mais dans le cas de médiation, on voit aussi la réalité de tous les jours. On va discuter, c'est peut-être des petits détails pour effectivement effectuer que c'est le petit détail qui fasse tout capoter. Je pense que ça c'est important, que la médiation doit être aussi être réaliste. Donc c'est pas simplement dire on va s'entendre, tout est beau et tout va bien, mais c'est dire voilà bon. Et dans certaines médiations, on fait mais des fois même le scénario du pire. On essaie de voir tiens mais qu'est-ce que vous allez faire le jour où il va arriver avec 2 heures de retard? Comment est-ce que vous allez réagir? Comment est-ce que vous allez réagir Donc on essaye de les préparer un peu à certaines situations pour qu'ils puissent chercher des ressources finalement, parce que, comme Madame Huberti l'a dit, ils ont beaucoup de compétences, les parents. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on l'avait encore vu dernièrement lors d'une formation sur la parentalité, c'est que si on voit la liste de tout ce qu'il faudrait pour être un bon parent, je ne pense pas qu'il y en a ici. Donc je pense que c'est ça qui est important, c'est de voir chacun avec ses ressources, comment on peut faire, comment on peut réagir. Et c'est ce qu'on essaye de faire en médiation. Ça ne marche pas toujours, parce que ça dépend aussi des parents, ça dépend effectivement, comme l'a dit M. Néran, qu'il faut vouloir faire la médiation, il faut vouloir aller vers l'autre, faire le pas. Le chemin de la médiation, c'est finalement abattre nos citadelles pour construire des ponts. Et donc, c'est des fois dur, parce qu'effectivement, il y a l'histoire de l'essai. Donc, en médiation, des fois, on voit aussi qu'on se revoit quelques temps après, des fois, pour voir s'il ne faut pas ajuster quelque chose, s'il ne faut pas vérifier. Donc, et là, dans le processus de médiation, c'est des choses qui peuvent être prévues, et qui sont prévues d'ailleurs. Je voudrais juste faire une remarque par rapport à ce qui a été dit concernant l'essai. Moi, je trouve que si on regarde du côté des enfants, on parle beaucoup des parents. C'est les parents qui discutent, c'est les parents qui vont trouver la solution, c'est les parents qui vont se partager le temps des enfants. Mais les enfants, on ne leur demande pas beaucoup leur avis au départ, hein. Donc moi, l'essai, je trouve que c'est une bonne chose, même si je suis aussi d'avis qu'il faut à un moment donné avoir quelque chose
de fixe, de mis dans le marbre et qui va s'appliquer. Mais ce que les parents décident ne convient pas forcément aux enfants. Beaucoup de parents viennent en disant on va faire 3 jours, 2 jours, 1 semaine, et puis on va prendre une nuitée au milieu, etc. Mais ça, c'est pour les parents, c'est pas pour les enfants. Et donc, il faut voir si l'enfant va s'adapter à ce système. Et si les parents sont pleins de ressources, ce qui est vrai, ils vont se rendre compte eux-mêmes que ça ne fonctionne pas. Et il faut leur permettre de le changer sans avoir obligatoirement devoir retourner chez le juge, donc retourner chez l'avocat, payer l'avocat, faire une requête, aller replaider le truc, même si on est d'un commun accord. Donc moi, je trouve que l'essai, ça peut être une bonne chose. Ce n'est pas un mode de fonctionnement, mais c'est une bonne chose. Et oui, Madame Schmitt, vous voulez réagir sur ça? Oui. Je voulais juste faire une remarque sur qu'est-ce qui se passe quand un des parents fait barrière à l'hébergement égalitaire ou partagé. Parce que comment donner une chance aux 2 parents d'être régulièrement en contact avec les enfants? Je trouve que l'idée que ça soit je pense que c'est la règle en France ou en Belgique. En Belgique, c'est la règle, ce qu'on appelle la garde alternée, ou l'hébergement. L'autorité parentale et conjointe préconisée fortement, en tout cas. Est-ce que vous pensez que c'est toujours dans l'intérêt des parents d'avoir, par exemple, un enfant 1 semaine, parce que c'était un peu sorti aussi du film, pendant 1 semaine, je suis parent, et puis vient l'autre semaine et j'ai un trou, c'est-à-dire je ne suis plus concerné dans ce rôle. Est-ce que c'est toujours vivable, ça? Ce n'est pas souhaitable pour l'enfant. Ça, c'est non, clair. je parle maintenant des parents. On peut aussi voir un peu les parents, les intérêts, comment ça se vit, un hébergement alterné. Peut-être, Madame, vous voulez réagir là-dessus? Il y aurait beaucoup de choses à en dire, mais je pense que d'abord, une parentalité avec un hébergement alterné, c'est une parenté totale quand on est là. Alors que quand on vit à 2, tu fais ceci, je fais ça, je suis fatiguée, tu prends le relais, on se partage un peu l'autorité, les câlins et ainsi de suite. Quand on est tout seul, on assume strictement tout. C'est une parentalité autre qu'on doit vivre dans un moment où l'autre va aussi modifier sa parentalité. Donc ça, c'est souvent difficile. Et les gens, ils vous disent, 1 semaine, je suis parent, mais alors c'est du non-stop, madame, puis la semaine d'après, pouf, je suis comme ça. C'est pour ça que parfois, moi, je me dis que de complexifier peut-être un peu l'histoire, mais avec quelque chose qui arrange un peu tout le monde, et qui permet de dire, je sais pas moi, tous les lundis soirs, je suis à la maison, je vais au foot ou au yoga. Et je trouve que ça permet alors aux parents de refaire leur vie, de retrouver un certain équilibre, et de n'être pas 1 semaine parent à temps plein, et l'autre semaine, un peu des parents en mal d'enfant, comme ça, et parfois dans une certaine souffrance, je trouve. Après, au fil des années, je trouve que les parents disent souvent ça nous a permis un certain équilibre parce qu'on a pu investir dans d'autres choses ou dans le travail ou dans des choses comme ça. Mais je crois que ça fonctionne, et je vais taper sur ce clou-là, quand le parent n'a pas le sentiment de disparaître de la vie de son enfant. Si on est 1 semaine, qu'on n'a pas de nouvelles, qu'on ne peut pas donner un coup de fil, qu'on sait que le doudou est resté à la porte, qu'on a des situations où les enfants sont déshabillés de pied en cap avant d'arriver, on est très très malheureux parce qu'on est vraiment dans un vide d'enfant. Ça, c'est terrible. Et ça, pour moi, même si on est d'accord sur le droit de garde, c'est une situation à haut risque développemental et psychique pour l'enfant. C'est des situations pour lesquelles c'est pas facile d'interpeller parce qu'il n'y a pas de maltraitance au sens strict. Il n'y a pas de non-respect du droit de garde. Mais en attendant, c'est juste invivable. Il y a une petite qui m'a dit une fois, « Madame, heureusement que j'ai un cartable, parce que même sans ça, il me le prendrait. » Et je me dis, faut entendre quelque chose comme ça. Donc je me dis que des questions de cet ordre-là, elles devraient être susceptibles d'être entendues au niveau de la justice et aménagées, et que le parent qui fait barrage à l'autre, même avec un mode de garde consensuel finalement, parce que personne ne revenait là-dessus,
ça doit pouvoir être entendu quelque part et repris. Pas dans une logique de plainte, sinon on remet encore du conflit dans le conflit. Mais est-ce qu'on peut réinterpeller vraiment le juge qui puisse dire, écoutez, l'hébergement parental, c'est pas le partage 50-50 et qu'on ne voit plus le gosse. C'est que tout le monde soit parent de manière égalitaire, mais tout le temps. Et ça, je ne sais pas où il faut l'écrire parce que j'ai l'impression que ça passe difficilement. Alors je suis un peu insistante, mais je pense que ça fait vraiment partie des souffrances des enfants. Alors, on a un micro-baladeur quelque part. S'il y a maintenant des réactions du public, il y a déjà un monsieur, voilà le micro. Vous êtes d'autres optrekken per dingen als ik kom. Bon, ça y est, je pense qu'on m'entend. Bonjour, je suis Christian Bosch, je suis médiateur depuis 10 ans et magistrat en France. Et pour être franc avec vous, j'avais l'impression de m'être trompé de conférence. On parle de garde alternée et vous insistez sur la position du juge. On vous l'a dit tout à l'heure dans l'émission, le juge reçoit des personnes qu'il ne connaît pas et il doit se positionner dans l'intérêt de l'enfant et du couple. Comment on peut demander à un juge qu'il se positionne sur une garde alternée si, à la base, il y a une situation conflictuelle? Pour moi, la garde alternée ne peut être possible si les parents sont en conflit. C'est une culture. Alors, on parle de culture d'entreprise dans le monde de l'entreprise, et moi, dans le couple, je parle d'une culture de couple. C'est-à-dire que si les parents ne sont pas totalement d'accord sur les modalités, sur leurs responsabilités, sur la situation conflictuelle, ils ne pourront envisager sainement dans l'intérêt de l'enfant et de leur couple d'avoir une garde alternée. Ce n'est pas possible parce que l'enfant va devenir des armes. Donc on ne peut parler de garde alternée qu'à partir du moment qu'il n'y a plus de conflit. Et pour qu'il n'y ait plus de conflit, il faut alors peut-être revoir, effectivement, j'entends bien les textes de loi sur les mots, comme disait Paul tout à l'heure. Je suis d'accord parce que les mots ont beaucoup d'importance. Mais demander d'apposer une garde alternée, ça me paraît difficile. Ce qu'il faudrait éventuellement faire, c'est l'obligation à la médiation. Alors quand je parle de l'obligation à la médiation, je vais certainement en faire rebondir quelques-uns. C'est au moins au droit à l'information. C'est-à-dire qu'avant la saisie d'un juge, les juges imposent à chaque partie de rencontrer un médiateur qui aura pour mission de lui expliquer ce qu'est le processus de médiation. Ils y vont ou ils y vont pas. Ok, mais au moins d'apposer la rencontre à médiation. Et on ne peut pas s'imaginer, je pense que Paul sera certainement d'accord avec moi, ce qu'en médiation on peut faire quand les parties viennent, même si au début, à la base, ils ne sont pas d'accord. Oui, vous êtes vraiment trompé de conférence, vous croyez? Non. Alors je jette la balle peut-être au camp des deux mesdames les juges. Est-ce que c'est vrai? Monsieur vient de dire que on ne peut parler que de ça si je suis devant un couple qui est rangé dans tout, c'est-à-dire si on n'a plus de conflit, c'est-à-dire si on se met d'accord sur ça. C'est bien ce que vous voulez dire. L'absence de communication entre les parents, c'est la raison principale pourquoi la résidence alternée est souvent refusée. Ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Si c'est un enfant vraiment en bas âge, c'est sûr que ça ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas du tout d'acte de communication. Tandis que maintenant, je vois quand même en tant qu'après divorce, donc ce sont quand même souvent des enfants plus âgés. Là, si c'est vraiment la demande qui émane de l'enfant, même si un des parents n'accepte pas, je pense que c'est autre chose, mais ça dépend beaucoup effectivement de l'âge de l'enfant et qu'on ne peut pas le mettre dans une résidence alternée s'il n'y a pas de communication du tout. Moi, je peux dire quelque chose aussi concernant ce que vous indiquez. Pour qu'il y ait une garde alternée, il ne faut pas qu'il y ait de guerre. Mais est-ce que vous croyez que tous les couples qui vivent ensemble ne se chamaillent jamais? J'ai des enfants qui viennent dans mon bureau et qui me disent « ça n'a pas changé ». Ils s'engueulaient avant, ils s'engueulent encore après, pour les mêmes choses exactement. Donc la garde alternée, à mon avis, elle peut fonctionner.
aussi dans ce genre de situation parce que on ne changera pas les parents. On doit fonctionner avec les parents. C'est joli un magistrat qui nous dit mais il faut que ça fonctionne. On veut pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais ce n'est pas ça la réalité. Et les enfants vous le diront. Les enfants vous diront toujours mon père il est comme ça, ma mère elle est comme ça. Pourquoi le juge il veut que mes parents soient différents? Tout ce que nous on demande quand on est avocat d'enfant, c'est que les parents se parlent. Alors qu'ils se parlent par mail, par SMS ou de visu, pas de problème avec ça, mais qu'ils se parlent. Parce qu'il faut que les enfants sachent qu'il y a une communication par rapport à eux entre les parents. Mais vous n'aurez... Moi, je ne connais pas de couple, peut-être que vous en avez vu passer dans votre bureau de juge, mais moi, dans mon bureau d'avocat, je n'ai jamais vu de parents qui vont me dire qu'ils ne se sont jamais attrapés avant et qui ne s'attraperont jamais après. Alors, si on part sur ce précepte-là, on ne fera jamais de garde alternée. Oui, on va pas faire un monodébat. Je pense qu'il y a peut-être d'autres personnes qui veulent prendre la parole et qui se sentent concernées. L'être humain, il est fait d'une façon où il a une casquette de parent et il a une casquette de couple. Les conflits démarrent quand il y a un mélange de casquettes, qu'on se comporte en parent avec l'enfant et qu'on se comporte en couple avec l'enfant parce qu'on vient avec son histoire. Le processus de médiation permet à un moment donné clairement de définir des règles. La justice, on lui demande des choses. Alors, vous êtes avocat, je ne vais pas épiloguer sur tout ce qui est procédure avec, souvent, quand vous entendez des gens, l'avocat a écrit telle et telle chose, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Et ça, en médiation, la première chose qu'on fait avec les parties qui sont en procédure, c'est qu'on analyse ce document-là, qui souvent fait souffrir. Parce qu'il faut le rendre d'une façon claire, lucide, aux yeux du juge, pour gagner. Mais en finalité, on s'aperçoit régulièrement que ce n'est pas ce que disent les parents. Juste parce que là, on est plutôt sur le côté très formaliste. Je crois que Mme Barthélémy voulait aussi dire qu'on ne peut pas toujours dissocier le couple et le rôle des parents, c'est-à-dire ça va revenir, c'est-à-dire ce sera jamais du fait, même si c'est un papier signé. Je suis désolé, c'est le rôle du médiateur de dissocier les deux choses, parce que l'histoire du couple, c'est l'histoire du couple, l'histoire des parents, c'est l'histoire des parents. Oui. C'est en mélangeant les deux. Mais on autres, va le demander parce qu'il est là. Est-ce que on peut toujours dire que quand vous voyez les gens, quand vous reverrez les gens, est-ce que leur histoire de couple est séparée de ce qu'ils sont en train de faire au niveau de l'hébergement alterné? Disons que c'est ce qu'on essaie de faire avec les gens. Effectivement, de voir, voilà, maintenant on est parents, nous ne sommes plus un couple, mais nous restons parents. Et c'est un chemin à faire dans le cas de la médiation qui se fait des fois pour certains et qui pour d'autres, ils n'y arrivent pas. Ça c'est clair, qu'ils vont rester dans un conflit, rester dans la rancœur. On avait été une fois à un colloque où il y avait un médiateur qui a dit, qui avait écrit un livre sur la médiation familiale. Il a écrit « J'ai déjà le titre de mon prochain livre ». N'oublie pas que c'est toi qui es parti.